Bonjour, moi c'est Audrey. Bonjour, moi c'est Laure. Combien de fois avez-vous pensé « j'en ai marre de mon job » ? Combien de fois l'avez-vous dit ? Nous, on l'a entendu plein de fois. Ce qu'on vous propose, c'est d'écouter ces personnes qui ont franchi le cap, celles et ceux qui ont entamé une reconversion professionnelle. Pourquoi ? Comment ? Combien ? C'est ce qu'on a voulu savoir. Ici, vous entendrez des histoires de reconversion. Bonne écoute. Bonjour, moi c'est Asni. À 41 ans, j'en ai eu marre et j'ai décidé de changer d'orientation pro. Avant, j'étais graphiste et aujourd'hui, je suis UX designer. Bonjour Asni, on est très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans J'en ai marre, histoire de reconversion. Alors pour commencer, on va remonter un petit peu dans le temps et pour savoir ce que tu voulais faire quand tu étais petite. En fait, je m'en souviens pas trop. Je pense que j'avais pas un métier ou une envie particulière. Moi, j'ai grandi dans une grande fratrie. Et je me souviens très bien vouloir copier ma sœur. Elle voulait être médecin, moi je voulais être vétérinaire. Enfin voilà, pour se différencier, mais en même temps je voulais faire la même chose. Enfin voilà. Donc j'ai pas trop de souvenirs. Je sais que j'aimais bien dessiner, des petites choses comme ça, parce que je savais dessiner et j'aimais bien faire des petits cadeaux à mes copains de classe en leur faisant des petits dessins. Mais pas de métier réellement particulier que j'avais en tête. C'est plutôt à l'adolescence que c'est arrivé. Il y avait deux choses qui m'intéressaient, c'était la mode, j'aimais bien ça, et le dessin aussi, quelque chose de créatif. Et aussi, je ne sais pas comment, mais j'aimais bien aussi la biologie. Je trouvais fascinant la génétique. Donc, initialement, je m'étais orientée un petit peu dans cette direction. Sauf que j'ai vite compris que j'étais nulle en matière scientifique. Donc, j'ai abandonné et donc je suis allée plutôt vers la direction créative. Donc, au départ, c'était vraiment la mode. Sauf que, en testant, en faisant des stages, en travaillant des petits boulots comme ça, je me suis rendu compte que c'était un métier de requin. Que je me serais fait manger. Je suis trop gentille pour ce milieu. Donc j'ai abandonné. Mais t'as choisi comment tes études ? C'est-à-dire que t'as passé un bac, après ouais. T'es allée à la fac, une école, comment ça... Ouais, alors j'ai fait un lycée classique, avec quand même une option art plastique. D'accord. Au lycée et au bac. Et ensuite, je voulais rentrer dans une école parisienne qui est très connue, qui s'appelle Duperré, qui est spécialisée dans la mode, parce qu'il y a d'autres écoles payantes très chères et mes parents n'avaient pas les moyens. Oui. Donc, c'était celle-ci que je ciblais, mais hélas, il y a beaucoup de candidatures et très peu de postes. J'ai fait 3 ans de suite, j'ai jamais été prise. D'accord. Donc, mon backup, on va dire, c'était la fac d'art plastique. Ok. Et du coup, à quel moment tu as fait ces stages ? Tu disais dans la mode, c'est quand tu étais dans l'école d'art plastique et que tu essayais de passer le concours de l'école. Des petits jobs d'été. Je suis quand même restée... je pense que j'ai eu une phase... j'ai quand même tenté 3 ans de suite, donc le concours pour Duperré. J'ai pas été prise. Bon, j'avais des notes aussi très moyennes, mais je pense qu'il y avait pas que les notes qui étaient prises en compte. Donc je suis restée, j'ai eu ma licence. Première année de master, j'ai vite compris qu'en fait en art plastique, ça me plaisait pas du tout. Et c'est là où j'ai tenté de faire une alternance, stylisme-modélisme. C'est ça. J'ai tenté ça, j'avais fait des petits boulots aussi pour travailler. J'avais travaillé chez Agnès B, j'avais fait un stage chez Isabelle Marant, toutes ces choses-là. Et en fait, le milieu ne me plaisait absolument pas. Et c'était intéressant de voir aussi, en faisant ces petits stages et ces petits boulots, de voir qu'en fait, le métier styliste, c'était pas si passionnant. En fait, ce qui fonctionne, ce qui est super, c'est quand on est un super créateur, on a un super nom. Mais souvent, styliste dans une marque, en fait, on fait souvent un copier-coller d'une précédente collection, on change peut-être de tissu, on ajoute une poche à une chemise, voilà. J'ai pas trouvé ça très sexy. C'est pas si créatif que ça. Non, c'était pas si créatif que ça, et surtout le milieu, j'ai détesté. J'ai pas du tout aimé l'ambiance de requin, vraiment. Oui. Moi, en plus, j'étais très gentille, naïve un petit peu, voilà. Et surtout, j'avais une amie qui était avec moi à la fac d'art plastique qui voulait aussi travailler dans la mode. Elle avait commencé beaucoup plus tôt que moi. Elle avait eu un plan pour travailler chez un jeune créateur, et elle s'est fait exploiter complètement.
J'ai beaucoup d'amis en fait qui ont fait des études de mode et qui ont complètement abandonné parce que ou elles se sont fait exploiter ou le milieu ne leur convenait pas. Donc je me suis dit bon, j'aime bien la mode mais non. En fait, j'ai vite compris que c'était pas pour moi. Et j'ai un peu traîné. En fait, je savais plus trop quoi faire. Oui, alors c'est marrant parce que par rapport à d'autres expériences qu'on a entendues, toi, tu avais quand même essayé de te projeter très tôt dans un métier en faisant des stages, etc. Alors qu'on a plus entendu des expériences de gens qui faisaient un peu des études par hasard. Mais finalement, tu t'es retrouvée à ce moment-là un peu bloquée parce que tes deux pistes, mode et dessin, finalement, tu te rendais compte que pour en faire un métier, c'était pas ça. Bah oui, c'est comme même pour la biologie en fait, il y avait un lycée technique spécialiste en biologie, physique et maths et chimie qui était pas très loin de chez moi dans le 13e, j'ai oublié le nom. Et là aussi, il y avait un concours d'entrée. J'ai fait un stage, en fait, j'ai fait vraiment l'effort. Je me suis dit, c'est vraiment un lycée dans lequel j'aimerais aller. Bon, après, j'ai vite compris que j'avais pas le niveau, en fait. Que c'était même pas la peine d'essayer. Je ne comprenais absolument rien. J'avais pas le niveau par rapport à d'autres. Donc voilà, j'ai tendance, il faut que je teste pour voir. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent fait. J'ai le sentiment d'avoir perdu mon temps quand même, surtout à la fac, parce que j'ai appris des choses, mais c'était pas vraiment ce que je voulais faire, pardon. J'y suis restée quand même presque 4 ans. La dernière année, on la compte pas trop, mais voilà quoi. J'étais studieuse, mais c'était pas très ambitieux. Ça m'intéressait pas tant que ça en fait. Donc, tu es dans tes études, tu fais ton test, ton expérience dans le monde de la mode, tu vois que ça te correspond pas. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là ? J'ai eu 6 mois de flottement où j'étais encore à la fac et en fait, j'y allais sans vraiment y aller. On fait des petits boulots, on sait pas ce qu'on veut. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi ? Et puis surtout, à la fac, j'arrivais pas à me projeter en fait parce que quand on fait des études d'art plastique, peut-être, les seuls débouchés, c'est être prof. Oui. Et clairement, j'avais pas du tout envie de devenir prof. Peut-être s'orienter vers des études plus, peut être guide, mais ça aussi, c'est pas un plan de carrière, c'est souvent un à côté qu'on fait. J'avais vite compris que c'est pas ça qui allait me donner à manger, me payer le loyer, quoi. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, qui serait un peu créatif et qui rapporte de l'argent ? Faire des études alors à l'époque, ça s'appelait en multimédia. Ça date. Donc j'ai fait une alternance pendant 2 ans. C'était chouette. Du coup, ça correspond à quoi ? Ça correspond plus au marketing digital ou plus au graphisme ? Ouais, c'était graphisme. C'était graphisme pur. C'était pas du tout marketing digital, même si on en faisait un petit peu, mais vraiment graphisme. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 2 ans. C'était chouette. Sans plus. Je pense que comme j'aime la nouveauté, j'aimais bien apprendre de nouvelles choses, c'était sympa. J'étais souvent aussi avec des créatifs et j'aime bien cette mentalité, donc c'était sympa. Et puis, il a fallu ensuite trouver son premier job. Ouais. Et la crise de 2008 est arrivée. Ah là là, la fameuse. Ouais. Et là, les postes justement de créatifs, parce qu'à l'époque, ça se passait très très bien, et là, c'était 2008, c'était vraiment compliqué. Ouais. J'ai eu de la chance, c'est que dans l'agence dans laquelle j'ai fait mon alternance, ils pouvaient pas m'embaucher, mais par contre, ils avaient des contacts. Et j'ai travaillé en fait en binôme avec une directrice artistique qui était et qui est toujours d'ailleurs freelance. Et en fait, j'étais avec elle, je travaillais avec elle, donc ma première activité a été en freelance. En fait. Ok. Parce que j'avais pas le choix, j'avais aucune autre opportunité, donc j'ai appris avec elle. Elle avait tellement de travail qu'elle avait besoin de quelqu'un, une sorte d'assistante avec elle. Donc on se divisait le travail et aussi les factures, quoi, on va dire. Donc toi, t'as expérimenté le statut d'indépendant dès le départ. Ouais, dès le départ. Donc elle m'a accompagnée, j'ai appris énormément de choses, j'ai appris la rigueur, parce que ce qu'on apprend à l'école, c'est sympa, mais ça n'avait rien à voir. J'étais complètement à la rue, en fait, je me rendais compte. C'était chouette parce qu'en plus, elle travaillait quasi exclusivement avec des maisons d'édition. Elle faisait beaucoup de livres pour enfants. Donc, elle travaillait comme elle avait énormément de contrats, beaucoup de projets. Elle avait besoin de quelqu'un qui l'aide pour, souvent, dans des collections pour enfants. Elle travaillait sur la création du principal, on va dire du bouquin principal, et il fallait décliner. Des déclinaisons, Donc moi, je m'occupais de toutes les déclinaisons. Donc c'était chouette parce que au fur et à mesure, j'étais de plus en plus indépendante.
Et ça a duré quelques temps en fait. Alors au début l'argent c'était pas fou, mais assez rapidement je m'y retrouvais. Le statut d'indépendant était chouette parce qu'en plus au départ j'étais pas freelance comme on l'entend aujourd'hui. J'avais un statut, alors je me souviens plus comment ça s'appelait, mais c'était un peu comme un pigiste. Aujourd'hui je crois que c'est l'équivalent de une société de portage. D'accord. En fait, je fournissais une facture et j'avais une fiche de paye. Ouais, c'est ça. Oui, voilà. ça Donc c'était la maison d'édition et j'avais tous les avantages. Pour moi, c'était super parce que j'avais la fiche de paye, donc j'avais pas toutes les déclarations à faire à côté. Je travaillais que quand il y avait du taf. Il y avait beaucoup de boulot et financièrement, je m'y retrouvais en fait. Ouais, du coup, tu as commencé pas dans le salariat classique. Tu étais quand même très autonome, ce qui est assez rare, j'imagine, quand on commence. Mais avec une mentor entre guillemets quand même pour t'accompagner et pas être toute seule, quoi. Ouais. J'ai expérimenté, le monde du travail, j'ai expérimenté comme ça, donc apprendre à négocier ses tarifs, parce qu'au fur et à mesure, je commençais à être de plus en plus indépendante. Elle me laissait complètement des collections entières. J'avais aussi certains, quand elle avait trop de choses à faire, elle m'en laissait certains à créer même. Donc j'arrivais à négocier assez bien. C'était chouette. Après, ne nous voilons pas la face. Au bout de, je me souviens plus trop combien, peut-être 3 ans. Au bout de 3 ans, on se rend compte que le marché, c'est pas super bien payé, les maisons d'édition. Ouais. Donc, j'ai décidé de me prendre un job à mi-temps. Ok. Ouais. Et j'ai trouvé un boulot. Je me souviens même pas comment j'ai retrouvé. Je crois que j'ai envoyé une annonce. Et j'ai trouvé un job dans un journal, donc je ne sais pas s'il existe encore, je pense que oui, c'est l'Argus de l'automobile. Ils avaient besoin d'un graphiste pour 3 jours par semaine pour les bouclages. D'accord. Moi, c'était parfait. C'était la meilleure période de ma vie, c'est-à-dire que je travaillais 3 jours par semaine, j'avais un CDI. Et là, par contre, tu étais dans leurs locaux. Oui, j'étais dans leurs locaux. Et 2 jours par semaine où j'étais chez moi, où je travaillais en freelance. Et c'était chouette parce qu'en fait, j'avais un peu ce CDI qui enlève un petit peu une épée de Damoclès qu'on a quand on est indépendant, de se dire est-ce que je vais avoir du travail, est-ce que je vais avoir des contrats ou des choses comme ça. Ça me permettait en fait d'avoir cette tranquillité financière. Et aussi tous les avantages, mine de rien, qu'on peut avoir avec une entreprise. Et cette liberté qu'on peut avoir aussi de faire des choses un peu plus créatives à côté. Et puis si j'avais pas envie de travailler, je faisais d'autres trucs. Donc c'est la période où j'avais passé mon permis, vu que je l'ai passé super tard. Voilà, ça a duré 2 ans, mais c'était vraiment une période où j'avais vraiment adoré, quoi. Oui, donc un début de carrière plutôt qui finalement, même si tu t'étais un peu dirigée vers là par hasard, ça avait plutôt bien commencé. Oui, dans le sens où c'est... bien, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai peut-être grandi peut-être plus vite que certains. Le fait de commencer par un statut d'indépendant, de devoir chercher soi-même pas mal de choses, des contrats et choses comme ça, donc oui. Après, si on entend beaucoup que le rythme de travail, etc. te plaisait, est-ce que l'activité en elle-même te plaisait ? Alors maintenant, avec du recul, j'ai 47 ans, donc maintenant je sais ce que je veux et je sais où je vais, ou à peu près. Je sais que en fait, ce qui m'a fait tenir en fait le job en lui-même n'était pas forcément quelque chose d'hyper épanouissant. Mais ce que j'adorais, c'était la nouveauté. En fait, j'aime bien apprendre de nouvelles choses et le fait de travailler et dans l'édition et dans l'automobile, pour moi, c'était vraiment chouette. De travailler aussi, j'aime beaucoup travailler, en fait, comprendre un peu les organisations. J'aime bien voir comment les gens travaillent entre eux. Maintenant, je le sais, mais à l'époque, je ne me rendais pas compte. Donc, c'était ce qui me faisait tenir, en fait. Mais ça allait, j'étais pas en déprime totale. J'étais contente d'aller au travail, sauf que... je m'ennuie très très vite et ces boulots-là, j'y suis pas restée très longtemps en fait. Ouais. Et t'en avais conscience déjà à ce moment-là que
Tu t'ennuyais vite? Oui. C'était quelque chose qui était... Oui. Ok. Le côté redondant de la maison d'édition. Alors, ce que j'adorais, c'était travailler avec des illustrateurs, avec les éditeurs, avec les auteurs. Ça, c'était chouette. Ouais. Et puis, un livre est différent à chaque fois. Oui, c'est Donc ça, ça, peut-être les nouvelles collections, Voilà. etc., plus que les déclinaisons. c'est après, ça. derrière. C'était exactement ça que j'aimais bien. Et vraiment, travailler avec les auteurs, les illustrateurs, vraiment un truc différent à chaque fois. Ça, c'était chouette. Après, ça commençait un petit peu à tourner en rond. Oui. Alors, Argus Automobile, là aussi, en fait, j'aimais bien aller voir mes collègues, on rigolait bien. Mais là aussi, dès que j'avais compris un peu les mécanismes, c'était pas... T'avais envie d'autre chose. Voilà. Ouais. Et puis, je commençais un petit peu à m'ennuyer aussi. Voilà. Donc, j'y suis restée 2 ans. Donc au bout de 2 ans, qu'est-ce qui Au bout de 2 ans, je quitte mon job, je quitte aussi le freelance, en fait, en tout cas avec ces maisons d'édition. Et je sais pas quoi faire. Ok, Ah, et donc tu quittes sans avoir sans d'opportunité. projet, ouais. Ah ouais, non, moi j'ai souvent été comme ça, en fait. J'aime bien avoir cette liberté professionnelle. Il faut que je pars, mais je pars pas n'importe comment. Ah. C'est-à-dire que tous les freelances le font, et on me l'a appris assez vite, c'est toujours avoir 1 an de salaire de côté. Donc ça, j'ai toujours économisé mes premiers salaires assez rapidement. J'achetais du matériel ou bien je mettais de côté, mais j'étais peu dépensière parce que on ne sait jamais ce que demain sera fait. Et quand on est indépendant, il faut toujours Le prix avoir de la une petite liberté, trésorerie. ouais. Voilà. Donc quand je quitte une entreprise, je sais que j'ai un peu d'argent de côté et que je peux vivre correctement pendant 1 an sans Parce problème. que quand t'es indépendant, tu quittes, il se passe rien. En revanche, t'étais salarié, t'avais un CDI à l'Argus de l'Auto. Là, t'es parti. C'est quoi? T'avais rien non plus parce que c'était une démission? Ouais, Ok, c'est ça. J'avais d'accord. absolument rien. J'avais... je crois même que les ruptures conventionnelles, à l'époque, il n'y avait pas, à moins que se faire virer ou une fin de CDD. Il n'y avait rien, en fait. Donc, je démissionnais. Donc tu pars sans rien. Je pars sans rien, mais avec ton filet de sécurité. Voilà, j'avais mon filet de sécurité et je sais pas, j'avais confiance en moi. Et oui, j'avais confiance en moi parce que 1 mois plus tard, je ne sais pas comment. Donc en général, je me dis quand je quitte souvent parce que c'est pas le premier job que je quitte comme ça, je me donne 1 mois de repos et après je suis suffisamment motivée pour recommencer à chercher. Et 1 mois plus tard, j'ai une petite agence, donc c'était une sorte de boîte d'intérim, qui me contacte. Je sais même pas comment ils ont fait pour avoir mon contact. Je sais pas, j'ai peut-être postulé un jour, j'en sais rien. Bon, bref, je m'en souviens pas. Ils m'ont contacté pour me proposer des missions en tant que graphiste. Et c'était cool parce qu'en fait, la personne qui me contacte, c'était son premier job et j'étais sa première candidate. Donc une première pour les deux. Voilà, une première pour les deux. Je passe leur petit test, tout se passe bien. Et en fait, ça se passait super bien parce que j'ai fait de l'intérim assez longtemps. En fait, je mixais, j'avais quand même le statut de freelance et le fait d'avoir des contacts aussi avec mon ancienne directrice artistique. Donc j'avais aussi des petits contrats en indépendant. Et je faisais des missions qui pouvaient être très courtes, mais aussi très très longues, en intérim. Et c'est vrai que c'est souvent dévalorisé l'intérim aujourd'hui, c'est souvent le bâtiment et tout ça, mais c'était vraiment génial parce que je pouvais négocier les tarifs. Je pouvais choisir les missions que je voulais faire. Je pouvais ne pas y aller si j'avais pas envie. Dès que que ça se passait pas bien, j'avais un filet de sécurité. En fait, j'appelais justement la personne, mon contact dans l'agence. On s'entendait très bien vu que j'étais sa première cliente, on va dire. Donc, on se faisait confiance. Je lui parlais beaucoup de choses. Je leur ai ramené aussi beaucoup de business. Donc, c'est pour ça que ça marchait bien. Oui, mais donc tu pouvais demander à être sortie d'une mission. Voilà. Et c'était la liberté totale. Vraiment, une grande souplesse, encore trop plus bien. Que le statut de freelance. Ouais. Et ça, c'était... je trouve ça fou qu'aujourd'hui, on dévalorise ce statut-là, alors que une succession de CDD, c'était vraiment trop bien. Ouais, mais parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui voient mal l'intérim, parce que comme tu disais, c'est dans les métiers du bâtiment, des métiers le travail précaires, à l'usine, souvent. etc. Et c'est des gens qui choisissent pas forcément, alors que ça peut être aussi puis ça pourrait convenir aussi à des jeunes qui n'ont pas envie d'un CDI et qui préfèrent avoir
plusieurs choses, avoir plusieurs expériences plutôt que d'être dans une mais qui entreprise. veulent de la souplesse aussi, tu vois, de pouvoir choisir quand même ce que tu... Et puis il y avait des avantages. Alors certes, quand on travaille pas, on n'a pas de salaire. Oui. Par contre, faut pas oublier qu'à l'issue d'un CDD, on a une prime de précarité. Donc financièrement, c'était intéressant. Alors en fonction, c'était cool parce qu'il y avait des postes plus exé, plus créa, c'était pas les mêmes tarifs. Il y avait des périodes où, quand j'étais plus ou moins fatiguée, on va dire, j'aimais bien avoir pendant 2 semaines, 3 semaines bossé que sur de l'exé. Et parfois, j'avais envie d'être stimulée. Alors c'était vraiment super pour gérer ses humeurs, c'était génial. Pour moi, c'était trop bien. Ouais, le statut en soi était chouette, et puis c'était une période aussi où il y avait du boulot, il y avait du taf. C'est ça. Après, l'intérim aussi, c'est difficile. Pardon, je reviens dessus, mais je trouve que c'est important parce que c'est aussi mal vu, parce que clairement, tu veux un bien immobilier. Oui, c'est la question que je me posais aussi, parce qu'à l'époque, t'étais en location, t'avais un appart à toi. Mais tu vas chez ton banquier où tu cherches un appart et tu dois présenter 3 fiches de salaire. Oui. Je pense que c'est plus difficile, tu vois, c'est pour ça. Oui, en fait, le CDI, c'est encore le Graal. Voilà, même indépendant avec un bon revenu, c'est toujours compliqué. Le CDI reste le Graal. Moi, je n'avais pas dans l'optique d'acheter. Donc, j'étais célibataire. Donc, ça convenait. C'était un statut qui convenait parfaitement à ce moment-là. moment-là. Tu as réussi à trouver un appartement, peut-être, à l'époque où tu avais le CDI. Oui, voilà, c'est ça. Tu n'avais pas ce souci-là, effectivement. C'est ça. Et c'était plutôt des missions très courtes ou c'était... Il y avait de tout. En fait, je pouvais faire du très court comme du très long. Je suis restée une fois 1 an et demi dans une entreprise. Et souvent, en plus, c'est un très bon... ce que je trouvais chouette aussi, c'est que j'ai eu énormément de propositions de CDI pendant ces missions. D'accord, parce que on fait ses preuves. C'est ta période d'essai, finalement. C'est ta période d'essai, exactement. Alors, le revers de la médaille pour l'entreprise, c'est que moi, je voyais tous les travers. Donc, j'arrivais très bien à négocier. En tout cas, j'en ai accepté qu'un seul. Un seul poste dans toutes les missions que j'ai pu faire, parce que les autres, ou l'entreprise me convenait pas, ou le poste me convenait pas, ou l'ambiance, enfin quelque chose qui me convenait pas, ou c'était trop loin de chez moi. Bon, c'est vrai que je faisais un peu la fine bouche, faut l'avouer, mais c'était quand même cette flexibilité, je la trouvais mais génialissime, quoi. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais refaire aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué. L'intérim dans ces postes-là, je crois, n'existe plus. Oui, c'est ça, il y a peut-être plus tellement aujourd'hui d'intérim pour des métiers plus intellectuel entre guillemets. Non, il y a plus trop. Ce qui est effectivement dommage, mais non, il y a plus trop. Maintenant, on a des statuts de freelance, ce que aussi je trouve un peu limite. Aujourd'hui, on doit être freelance. Enfin, ça, on est freelance alors qu'on est sur une mission qui dure 3 ans, c'est incroyable. Alors que être indépendant, normalement, c'est comme une entreprise. Tu dois jamais avoir un seul. Il y a un petit peu des contournements entre guillemets. Il ne devrait pas avoir de dépendance économique. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. Quand tu es sur 3 ans sur un contrat, ça s'apparente quand même à un engagement long. Oui, donc voilà, c'est des choses aujourd'hui qui ont changé. Voilà. Finalement, tu sors de l'intérim parce que tu te fais embaucher par un de tes, dans le cadre d'une de tes missions. C'est ça, fait embaucher. Et là aussi, je pense que comme j'avais cette flexibilité, comme je vous le disais, j'avais pas d'impératif personnel, donc pas d'enfant, pas de crédit. C'est mine de rien, ça permet d'être beaucoup plus libre dans ses choix de carrière, carrière non, mais en tout cas de ses choix professionnels. Enfin, on s'autorise plus en tout cas. C'est ça. Peut-être. Oui, on s'autorise plus, peut-être un peu trop. Peut-être. Bon, mais ça me permettait, moi, de bien négocier des postes ou des salaires. Par exemple, donc, j'avais fait de l'intérim au laboratoire Nux. Ils voulaient me proposer un CDI. Donc au départ un CDD, j'ai accepté, et ensuite à l'issue de ça ils m'ont dit un CDI, j'ai dit non. Non merci. J'ai dit non parce que le salaire ne convenait pas, le poste non plus. Moi je briguais un poste un peu plus important. Et finalement le fait que ils me faisaient confiance, ils ont accepté. Enfin j'ai eu un poste plus important, plus intéressant. Alors j'avais un poste j'étais graphiste. Alors c'est des postes un peu bizarres, c'est graphiste dans le packaging. Et j'avais un poste de chef de projet aussi et de manager. C'était plus large, d'accord. C'était beaucoup plus large. Le premier poste que j'ai eu un peu challengeant, en fait,
où là, c'était plus... je picorais, en fait, un petit peu dans le monde du travail. Je m'amusais un peu créativement, ou si j'avais pas envie. Enfin, disons que je prenais ce que j'avais à apprendre. Voilà. Là, par contre, c'était un plus gros engagement, on va dire, personnel et professionnel. Et t'avais du management, là ? Ouais, là, j'avais du management. Première expérience en management ? Catastrophique. C'est dur. C'est très dur. Tellement dur. C'était horrible. Ouais. C'était horrible, mais j'étais consciente, en fait, quand j'ai accepté le poste, j'avais demandé à ce qu'on m'accompagne. Oui. Problème, c'est que mon manager... lui-même n'était pas formé au management. J'avais demandé à être formée, oui. Et la formation est arrivée un peu trop tard, on va dire. Donc j'ai fait des erreurs. Comme tout le monde. Comme tout le monde, voilà. Et puis après, t'étais peut-être jeune par rapport aux gens que tu manageais, non ? Il y avait pas cette Non, j'avais à peu près la même âge, j'avais une trentaine d'années, ça allait. Non, ça allait, on était tous à peu près... donc on était au sein de Nux, on était dans un studio graphique, et il y avait en fait la manager du studio, on va dire, et des petits managers en fait, de chaque pôle. Donc moi, j'étais sur la partie packaging, et ça a été très difficile. Mais la formation m'a beaucoup aidée. Mais là, la diversité de tes tâches et de tes missions, peut-être que tu t'ennuyais un peu moins. Ouais. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as changé ? C'était quoi le déclencheur ? C'est pas que... Alors, niveau créatif, si. Ouais. Je m'ennuyais pas mal. Mais par contre, comme toujours, c'était de la nouveauté. C'était un milieu que je connaissais pas, j'avais jamais travaillé dans le packaging, on bossait beaucoup avec la logistique, avec les labos, avec le marketing opérationnel, toutes ces choses-là, marketing produit. Donc tout ça, c'était nouveau pour moi et ça, j'aimais bien. En fait, dès que j'ai de la nouveauté, t'es contente. Je m'amuse. Ouais. Donc ça, c'est chouette. Management, ça a été très très difficile parce que je comprenais pas en fait ce qui n'allait pas. C'est après, quand j'ai eu une formation, que j'ai compris où j'avais fait des erreurs et bon, tant pis, il y avait des choses qui ont été faites. Voilà. Oui, mais tu as quand même eu la capacité de te remettre en question. Ah oui, je le savais déjà que j'avais besoin d'aide parce que je ne savais pas comment gérer les situations. Mais voilà, donc j'y suis restée 1 an et demi. Bon, je veux pas trop cracher dans l'entreprise, mais j'ai tenu 1 an et demi et au bout d'1 an et demi, en fait, j'ai quitté le poste. Là, je suis partie un petit peu en mode survie, on va dire. D'accord. Parce que le contexte de l'équipe ou du poste me convenait pas du tout. En fait, c'était, je pense, comme beaucoup de... C'était, je crois, là, une des premières expériences que j'avais dans une structure un peu grosse. C'est là que j'ai appris que, en fait, peu importe que tu sois créatif ou que tu aies une expertise, c'est toujours le patron qui décide à ta place. Ouais, je l'ai pas très bien vécu. Ouais, c'était quand même le grand écart quoi, de fonctionnement. Toi qui étais très indépendante et qui choisissait tes missions, qui prenait, qui laissait, tu choisissais, et puis là on t'imposait. Et puis on en parlait tout à l'heure, des fois dans le graphisme, c'est simplement que la personne n'aime pas la couleur ou la forme, et il n'y a aucune raison... pas le terme, mais il n'y a aucune raison réelle et aucune argumentation, c'est juste j'aime pas, et en fait t'es obligé de te plier à ton client mais jusque-là j'arrivais à gérer parce que en fait c'était du pur graphisme et je savais, enfin on s'adapte en fait quand on est graphiste, on est créatif, mais on n'est pas des artistes. Il y a très peu de designers graphiques qui ont une notoriété et qui peuvent imposer leur style. Mais c'est souvent quand on est indépendant, ou quand on fait nos propres projets, on fait vraiment de la pure créativité. La pure création, pardon. Mais souvent, quand on est en agence ou quand on est dans un studio intégré... Tu rentres dans un cadre qui est imposé. Voilà, on connaît les codes, on pond un peu. Donc, en termes de créativité, c'est un peu limité. Donc voilà, on sait un petit peu, c'est rare qu'on soit hors sujet ou quand on a un client qui dit qu'il aime pas, bon, on sait pourquoi en fait. Sauf que là, c'était un step au-dessus, c'est que ça dénigrait vraiment la compétence en fait. La personne, et j'étais pas la seule, c'était l'expertise même en fait qui était difficile. Là, c'était vraiment... Là, on était peut-être un peu plus dans du management toxique, quoi. Oui. C'était du management toxique. J'étais pas la seule dans le studio à le vivre. Donc c'était mal-être au travail, quoi. Là, je pars en mode survie. Là, je pense que si j'étais restée, j'aurais fait un burn-out. Je faisais aussi des horaires de dingue. On finissait très tard. On était en sous-effectif. Il y avait tous les problèmes d'entreprise qui m'ont vraiment... C'est là où j'ai compris que j'étais un peu dans le mal parce qu'il m'a fallu quand même 2 mois pour m'en remettre. J'avais beaucoup perdu en confiance en moi.
Et ce qui a fait que je suis ressortie, c'est mes anciens contacts. Donc du freelance, de l'intérim. Je me souviens, ma première mission que j'ai acceptée après ce poste-là, j'avais perdu complètement confiance en moi. T'avais peur, non, d'échouer ? Ouais, j'avais vraiment peur et j'avais perdu confiance en moi. Et je me souviens, au bout de 2 jours, la personne qui m'a recrutée, elle m'a dit « Ah mais Asni, c'est super, t'es super, mais en fait ton CV, il reflète pas du tout tes compétences et tout. » Je suis sortie de là, j'ai chialé, quoi. Oui. Je me suis dit « Mais c'est pas possible, j'ai perdu confiance en moi, je ne plus jamais ça, quoi. Okay. Plus jamais des gens m'ont rabaissé au travail, je sais de quoi je suis capable, non. Ça arrive de manière sournoise, mais ça m'est arrivé, en fait. Donc, j'ai repris encore ma petite vie... d'indépendante, voilà, de choix de voilà. poste. Et là, j'ai eu un autre poste, en fait, où j'avais fait aussi de l'intérim, on va dire, et j'ai été prise en CDI. C'est chez Monoprix. C'était à peu près la même chose que chez Nux. Ah oui. C'était du packaging aussi. Ouais, packaging. Ça. Là aussi, nouveauté, c'était chouette. Nouveaux collègues, nouvelle entreprise. Nouveaux collègues, nouvelle entreprise, l'agroalimentaire, une marque que j'aime bien. Oui, nouveau secteur aussi. Ouais. Nouveau secteur, voilà. Parce que avant ça aussi, même dans l'intérim, j'ai fait beaucoup de secteurs. Hein. J'avais bossé dans beaucoup pas que des agences, mais aussi dans des entreprises avec des secteurs d'activité différents. Donc c'était chouette aussi de découvrir ça. Et là, j'y suis restée, c'est le CDI où je suis restée le plus longtemps, 3 ans. C'est la période où j'étais plus stable niveau personnel, je me suis mariée, j'ai essayé d'avoir un enfant, donc j'avais besoin de stabilité. J'avais besoin de stabilité professionnelle, même si le job, au bout de quelques temps, c'était pas funky, mais bon, je tenais en fait juste là. Et donc, il fallait que ce soit stable niveau personnel. Pas de bol, j'ai pas réussi à avoir un enfant. J'ai fait un parcours PMA qui a échoué. Alors, je me souviens très bien. Donc, j'avais 40 ans. Je fais en simultané mon parcours PMA et une sorte de bilan de compétences. Ça fait 2 travails introspectifs, mais très profonds. Plus l'approche de la quarantaine. J'ai un problème, mais oui, et si je ne faisais pas les choses à moitié. En fait, ça faisait un moment, je savais que ce que je faisais, j'avançais un petit peu sans réfléchir. Souvent, c'est, je saisis les opportunités, les gens m'appellent, on te fait confiance, allez, Je me suis jamais posée, en fait. T'avais pas de plan de carrière ? Non, j'en ai jamais eu. Et je me suis jamais posée pour me dire qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui me plaît en fait. Et là, le fait d'essayer d'avoir une vie perso un peu plus stable, c'est là où je me suis dit le taf, en fait, ça m'intéresse pas trop. Et j'ai fait donc le bilan de compétences. Moi, quelques semaines près, c'était pas vraiment... on va dire que c'était dans la même période. Et j'ai fait c'était un bilan de compétences assez particulier. C'était pas avec une conseillère, c'était en groupe. Oui, ça avait été expérimenté. Et maintenant, en fait, je crois même qu'on est beaucoup revenu là-dessus. Et que le bilan de compétences doit se faire de façon vraiment individuelle. Oui, alors le bilan à l'issue de ça. Alors ça m'a aidé quand même un petit peu. Je pense que j'avais besoin de voir certaines choses. Alors globalement, aujourd'hui, le bilan que j'en fais, c'est que je ressors peut-être avec peut-être une information qui m'aide encore aujourd'hui. De savoir qu'en fait, on fait pas mal d'exercices et de savoir... connaître sa personnalité profonde, ses compétences. Ouais, mais c'est surtout les choses sur lesquelles je ne veux pas. Oui, tu vois, tu fonctionnes pas mal comme ça. Ouais, voilà, c'est plutôt ça. C'est se dire. Là où je veux pas aller, c'est plutôt ça. Ouais. Et parfois, j'oublie en fait, comme j'ai tendance à saisir toujours les opportunités. On a besoin de moi, vas-y, j'y vais. Et puis voilà. Donc je le garde, j'ai mon petit tableau, je l'ai tout le temps celui-là. C'est le seul truc que j'ai gardé. Mais en fait, moi, c'était plutôt l'impulsion du groupe qui m'a aidée, en fait, et comme toujours, je suis toujours très enthousiaste quand je rencontre des nouvelles personnes qui me racontent leur expérience, des nouveaux métiers, donc ça c'était chouette. C'est plutôt ça qui m'a aidée en soi. Et en fait, à l'issue de cette période, donc PMA qui ont échoué, bien compétences terminées, je dépose ma DEM comme d'habitude. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Une démission. Voilà, comme d'habitude, je dépose ma DEM, sauf que là, je me suis dit, je ne vais pas reprendre le travail tout de suite. Et là, je ne vais pas faire la même erreur. J'ai quand même pris mon mois et demi. Alors non, j'ai déposé ma DEM, non, je dis des bêtises. J'ai fait un bilan. Non, j'ai fait
une rupture conventionnelle. Ok. Non, là, j'ai ça mieux existait, fait. donc voilà. J'ai négocié une rupture conventionnelle que j'ai obtenue. Et là, c'était beaucoup plus confortable. Mhm. Et les 2 premiers mois, je me suis reposée, comme toujours. Et puis, un matin, je me suis dit, bon, allez, Allez, ça part. ça part. Et vraiment... Ça part vers où? Et ça part vers où? Et je savais absolument pas. Et ça, c'est une chose, justement, pendant le bilan de compétences qui était intéressante, c'est de dire toujours, tester des choses avant de vous lancer. Oui. Et je le faisais, en fait, avant, avec l'intérim, le fait Oui. de tester des postes, le Oui, fait... puis t'en as expérimenté J'en ai expérimenté des choses. Ouais. Et là, j'ai dit, je vais faire les choses bien. En fait, ce que j'ai fait, c'est que il y avait des domaines qui m'intéressaient. J'ai dit, allons au culot. Et là, c'est là où j'ai découvert que le travail gratuit s'appelait à toutes les entreprises. Parce que quand on arrive et qu'on a 40 ans avec un gros bagage derrière et qu'on est quand même compétent sur pas mal de choses, les gens, ils adorent. Mais venez, il y a du travail, bien sûr qu'il y a du travail. Bon, après, c'était un échange de bons procédés. Bien moi, sûr. je faisais des mini-stages. Ils avaient besoin de moi, donc j'ai fait du bénévolat, j'ai fait des choses comme ça. J'ai testé pas mal de choses. Je suis allée voir des professionnels, j'ai échangé avec eux. Donc, j'ai fait plein de trucs. Les Fab Labs m'intéressaient. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un petit peu, les Fab Labs. En fait, ce sont des laboratoires d'innovation dans lesquels, en fait, on a des outils qui sont mis à disposition pour créer des prototypes. Donc, il y a beaucoup de designers, d'ingénieurs, même d'entrepreneurs qui sont là pour tester des choses. Donc, il y a des imprimantes 3D, ce genre de choses, c'est ça, c'est ça? imprimantes 3D, découpe laser, des choses comme ça. Ça m'intéressait beaucoup parce que c'était le côté innovation, créatif, c'est une manière aussi d'être créative. Ça rejoint aussi le côté hyper technique, tous ces trucs-là que j'adore. Puis assez dynamique, c'est hyper... Et voilà. ça bouge, toi qui aimes bien. Que Et ça te rappelait un peu l'ambiance stylisme ou pas? En fait, d'extérieur, tu vois, j'ai l'impression, le lien un peu dans les compétences de créer, faire, fabriquer. C'est ça. Oui, l'ambiance me plaisait beaucoup. J'ai été bénévole à un événement. J'ai fait un stage aussi dans un Fab Lab. Et bon, le stage, il m'a un peu déplu. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'en fait, c'était un job à faire en one shot, en fait. C'est-à-dire, on fait ça 1 an et demi, 2 ans. Il n'y a pas de perspective d'évolution. Les salaires, ils sont pas mirobolants. Ouais, tu travailles à la limite sur un projet et après, c'est fini, quoi. Pas forcément. En fait, on est là, on gère un Fab Lab. Des gens viennent nous voir, on les accompagne. On peut créer parfois certaines choses, mais on reste, en fait, au stade du prototype. C'est pas grave. Je me suis dit, c'est pas grave. Ensuite, je teste les incubateurs. Oui. Là aussi, je fais un stage chez un incubateur. Ils avaient trop besoin de quelqu'un parce qu'ils faisaient des hackathons et tout. Je suis arrivée, mais c'est comme quoi les Lucie. incubateurs de start-up comme Paris Co, des choses? Ouais, voilà, incubateur de start-up. Alors là, ils faisaient aussi un lieu où ils faisaient de la facilitation. Oui. Où ils intégraient de l'intelligence collective et tout ça. Donc là aussi, j'ai testé. J'ai rencontré des gens... Alors là, ce qui est cool, c'est que dans tous ces trucs-là, j'ai rencontré des gens super. J'ai vu beaucoup de gens paumés, c'est incroyable. Beaucoup de jeunes complètement paumés qui eux, débutaient leur carrière, qui sortaient souvent d'écoles de commerce, très très diplômés, hyper brillants, qui parlent 4 langues. Qui arrivaient là comment? Parce qu'ils étaient censés avoir une idée de start-up. Alors pas ceux qui avaient des startups, ceux qui travaillaient dans qui étaient freelance ou qui faisaient un peu de facilitation. En fait, ils étaient perdus pour la plupart. Ils avaient atterri là un peu par hasard parce qu'ils savaient pas trop où aller, quoi. Voilà. Il y a beaucoup d'initiatives aussi qui existent aujourd'hui, qui font incubateurs. Alors, c'est assez connu, ça s'appelle Make Sense, ou aussi où ils accompagnent des startups à impact. Ils font aussi beaucoup d'événements et choses comme ça. Donc c'était chouette, sauf que moi, il y avait rien de concret, quoi. Et je pense que j'étais peut-être aussi un peu âgée. C'est normal, quand on a 20 ans, c'est plus compliqué. On est complètement perdu. Moi, c'est vrai qu'à 20 ans, même si j'étais perdue, j'ai été quand même beaucoup accompagnée. J'ai pris ce qu'on m'a donné. Il y a des gens, j'ai eu des mentors. Donc, j'étais accompagnée. Eux, ils étaient complètement perdus. C'est vrai que quand on avance son âge, quand on va quelque part, on peut, à défaut de se dire on aime, on peut dire non, ça c'est pas pour moi, quoi. Enfin, on a peut-être plus cette capacité à dire ce qui nous correspond moins ou pas.
En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai rencontré des gens super, mais c'était clairement pas... C'était enrichissant intellectuellement, mais c'était pas une voie professionnelle durable. Voilà, donc là au fur et à mesure je me dis bon, j'ai besoin de concret en fait. J'ai aussi, je me suis même tentée en disant je vais peut-être reprendre mes études, donc j'avais commencé à prendre des cours au CNAM pour faire un master en innovation. Là aussi, je trouvais intéressant aussi ce vivier créatif. Enfin, là, les gens, ils réfléchissent pour créer des nouvelles choses. Ça m'a complètement déplu, à part peut-être 2-3 cours, parce qu'en fait, c'était trop théorique. Ah oui. Oui, c'est ce que tu dis, à chaque fois, tu as quand même besoin de concret. Fabriquer. Beaucoup trop théorique. Là aussi, des gens super. Mais moi, je comprenais pas. Je dis, mais bon, je sais, je ne suis pas une théoricienne. Je suis plus une faiseuse, on appelle ça. Mais je ne comprenais pas. Je dis, ça, c'est cool quand je serai à la retraite, peut-être. mais pour s'occuper. Voilà, pour s'occuper. Mais c'était pas, pour moi, ça me parlait absolument pas parce que ça ne débouchait sur rien derrière. Enfin, si. Ça débouche, en fait, c'est des masters qui sont créés pour que, souvent, dans des grands groupes, on a des pôles innovation pour que, un peu, ça justifie les mobilités internes pour créer un pôle, en fait, et pour aider un petit peu à créer une nouvelle manière de penser. En tout cas, moi, ce que j'en ai déduit de ce master, même si je ne suis pas allée jusqu'au bout, j'ai pris quelques cours, j'ai arrêté, c'était vraiment aussi pour... parce que souvent, les pôles innovation dans les grands groupes sont là pour identifier les tendances. Éventuellement, si on peut racheter quelques startups concurrentielles au passage, on peut le faire et pouvoir s'y approprier et essayer d'innover en interne. Pas du tout, je dis ok, non, ça c'est hors sujet, c'est pas pour moi. Donc, pendant ce master, j'ai rencontré une étudiante, enfin qui n'était pas vraiment étudiante, qui ne l'est plus aujourd'hui d'ailleurs, qui était Head of Design à la BNP. Et moi, comme j'étais encore en phase de test, elle me dit viens passer une journée avec mon équipe. Et j'ai adoré. Ah oui, ça c'était super. Il y avait des UX designers, des UI designers, il y avait des développeurs. Enfin, franchement, c'était trop stylé. Et c'est quoi Head of Design ? C'est-à-dire qu'elle gère quoi, des graphiques, des créas, pas du tout. Elle était responsable d'un pôle design au sein de BNP, une sorte d'agence interne. Donc c'était une des seules qui était en CDI. Le reste c'était en fait des prestataires qui venaient travailler. Et en fait non, c'est surtout pour faire du design d'interface. Donc sur des sites internet, sites, applications. Mais il pouvait y avoir aussi du service design, donc comme on appelle ça aujourd'hui, on appelle ça aujourd'hui du service design, mais c'est globalement imaginer en fait des services dans des entreprises et des organisations. Réorganiser un peu les méthodes de travail internes. Il y a plusieurs manières en fait d'aborder tout ça. Et j'ai trouvé ça super parce qu'en fait, il y avait différents profils, des créatifs, mais pas que. Il y avait aussi des thésards, des gens qui travaillaient, qui venaient des sciences cognitives. D'ailleurs, elle aussi venait des sciences cognitives, de la psychologie. Je trouvais ça trop bien, en fait, ce vivier où il y avait différents profils qui travaillaient ensemble. Et surtout, il y avait du concret derrière, en fait. J'allais dire, ils travaillaient quand même sur un truc concret, faire un parcours utilisateur. C'est ça, exactement. Mais j'ai trouvé ça trop, trop bien. Et je dis, mais c'est trop ça que je veux faire. Et là, bim, j'ai eu un déclic. Le déclic, je dis, c'est ça que je veux faire, en fait. Et j'ai commencé à chercher des formations. J'ai eu de la chance, j'ai été prise dans l'école que je voulais, donc l'école des Gobelins. Ah oui. Mais t'as cherché comment concrètement ta formation ? Sur Internet. Sur Internet, j'ai cherché sur Internet. J'ai vu qu'il y avait plusieurs écoles. Je voulais, alors j'avais hésité, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je paye ma formation ? Mais de rien, elles sont chères. Je commençais à regarder aussi le temps qui passe, parce que voir avec mes indemnités chômage. Et puis à ce moment-là, tu avais 41 ans, c'est ça à peu près ? Ouais, j'avais 41 ans. Et donc là, j'ai jaugé le salaire, qu'est-ce qui est mieux ? Je dis, est-ce que je me lance dans l'alternance ou pas ? Je reviens à l'alternance, je trouve ça cool parce que je sais que faire de la théorie pure, ça me saoule. Être dans une entreprise, c'est mieux. Oui, puis dans ce cas-là, c'est l'entreprise qui prend en charge le coût de la formation. C'est ça. Donc je me suis dit, go pour faire de l'alternance. Galéré à trouver quand même une entreprise. Très très compliqué. Alors c'est là où j'ai pris conscience que j'avais 41 ans. De l'âge, parce qu'il y a des aides pour les entreprises. Une femme aussi, une femme de 41 ans. Mais ça va. En fait, j'ai finalement réussi à trouver une entreprise. Et surtout, j'étais
tellement contente d'être acceptée au Gobelin. Ouais, je ne pensais pas être prise. C'est prestigieux comme oui, école. c'est une très bonne école. Qui résonne. Oui, c'est une très bonne école. J'ai passé le concours. Je l'ai eu. C'est un concours. Oui, il y a une concours. Quand je suis arrivée dans la salle, je me disais, mais où je suis? Je savais pas que je pensais pas qu'on serait, je crois qu'on était 150, une centaine en fait. On était hyper nombreux. Ensuite, il y a une présélection, on fait le concours et ensuite il y a un entretien. Okay. Et à l'issue de l'entretien, on est... Alors, combien on était? Je crois qu'on était une vingtaine. Donc un parcours très sélectif, t'es prise. Et je pensais pas être prise, quoi. Et là, j'étais tellement contente. Et là, j'étais super contente. Donc là, on réapprend. Moi, j'adore. Et c'était combien de temps, du coup C'était 1 an. Moi, je voulais pas faire court, plus. Et 2 ans, c'est long. Moi, c'était parfait pour moi. Je sais qu'après, il y a des élèves, pour eux, c'était pas suffisamment concret. Mais je pense que j'étais pas surprise parce que, en fait, dans la formation, en 1 an, on n'a pas le temps de tout voir. C'est pas possible. Moi, j'avais un bagage graphique assez... Enfin, ça allait, en fait. La gestion de projet, le management, j'avais déjà expérimenté. Fait pas mal de choses, Et dans la formation, ils disent qu'en fait, les profs arrivent avec leur expertise, ils arrivent avec des informations, mais c'est à nous de creuser, en fait, derrière. Et ça, je le savais, qu'il y avait énormément de travail à réaliser derrière. Et moi, ce que j'en ressors de cette formation, il n'y avait pas forcément beaucoup de savoir-faire. En revanche, l'état d'esprit, design, que je n'avais pas, je l'ai acquis, en fait, pendant cette formation. Et c'est ce qui, moi, m'a beaucoup aidée. Pour d'autres, c'était peut-être moins parfait. Et alors, c'est quoi l'UX? L'UX design, c'est quoi? UX vient de User Experience, in English. Donc, expérience utilisateur, c'est à partir de besoins... Alors, on parle plutôt utilisateur parce que un utilisateur a une interaction avec une interface. D'accord. Souvent, c'est plutôt lié à ça, mais pas que. Ça peut être un objet, quel qu'il soit. Ça peut être dans un magasin. Donc, c'est l'expérience d'un utilisateur. Mon job, en fait, c'est d'aller comprendre ses besoins, ses problèmes au quotidien, pour les résoudre de manière tangible. D'accord. Alors, le résultat peut être complètement différent. C'est pas forcément faire une application mobile, mais ça peut être différent. Ça peut être l'expérience d'un utilisateur dans un magasin. Il se balade. Penser les espaces. Penser les espaces. C'est quoi les problèmes qu'il rencontre avec son caddie, les gens qu'il rencontre, les couleurs qu'il voit, la lumière qu'il voit. Enfin, voilà. Il y a énormément de choses... ça peut être intégré dans énormément de métiers, en fait. Alors, c'est une nouvelle appellation parce que ça existait déjà. Avant, on appelait ça ergonome. Oui. D'accord, c'est ça que ça rejoint. Mais alors, avec des formations peut-être de base complètement différentes, non? Oui, alors, ça s'est vulgarisé beaucoup aujourd'hui, mais à la base, c'est très scientifique. Donc c'est pour ça il y a les sciences cognitives aussi, l'ergonomie. Je connais quelqu'un mais qui a un profil du coup de psy. Oui, et psy. Qui était psy et qui est devenu ergonome en entreprise, tu vois. Donc une approche, parcours complètement différent. Complètement. Et alors c'est là la difficulté du métier, c'est qu'aujourd'hui, c'est des nouveaux métiers en fait qui existent depuis pas très longtemps. Beaucoup d'influences anglo-saxonnes, donc évidemment UX designer, ça a été le terme en fait, en tout cas de designer a été initialement imaginé par une agence aux États-Unis, les agences qui bossaient avec Apple, ces choses-là, voilà. Et le temps que ça arrive en Europe, c'est un peu dilué. C'est aussi des méthodes de travail qui sont différentes, adaptées aussi à des environnements d'entreprise qui sont différents. Enfin, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, quand on est plutôt UX designer, c'est plutôt sur du design d'interface. Mais il y a aussi notre métier pour imaginer des organisations différentes, des services différents. C'est très, très complet, en fait. Moi, je trouve que c'est un boulot super. Pas forcément très valorisé aujourd'hui, mais... T'apportes des solutions aux besoins des gens. Bon, c'est pas mal quand même, en termes d'utilité. En fait, c'est ça, et ce que je trouve génial, c'est répondre à un besoin, à un problème. C'est créer quelque chose parfois qui peut être parfois rien faire, ou juste créer une petite chose, et pas répondre à un cahier des charges, en fait, qui a été imaginé par un boss dans son coin, derrière son bureau. On parle vraiment des besoins. C'est beaucoup plus concret. Voilà. Et c'est ça toi que qui aimes la diversité, tu peux faire ça finalement dans des domaines hyper différents. C'est ça. Et en fait, c'est ce que j'aime bien dans mon métier, c'est ça. À l'issue de la formation, en fait, moi, c'est ça que même si j'avais encore énormément de choses à apprendre,
je sais que l'état d'esprit, la manière de penser, en tout cas à l'issue de la formation au Gobelin, ça m'avait permis de comprendre en fait et surtout de m'adapter. Ce que je trouve génial aussi, c'est que les méthodes, il y en a. C'est une sorte de boîte à outils dont on se sert pour résoudre un problème. Et c'est une méthode qu'on intègre dans une situation particulière. C'est jamais 2 fois la même chose. Et c'est ça. Donc tu t'ennuies pas? Non. Les gens qui faisaient la formation avec toi, ils avaient plutôt quel profil? C'était plutôt des gens qui étaient en reconversion ou qui rajoutaient une corde à leur arc avec une compétence, ou c'était des jeunes? Il y avait les deux. Il y avait les deux, ouais. Alors, il y avait les deux, et c'était marrant de voir ça, c'est que ceux qui étaient en reconversion étaient beaucoup plus impliqués, beaucoup plus stressés. Ah oui. Il y a un enjeu quand même. Il y a un enjeu, contrairement aux jeunes où souvent c'était après leur bachelor ou parfois un deuxième master, peu importe. Voilà, c'était un master. Moins de pression, quoi. Voilà, moins de pression, Mais je voyais quand même la différence. Je voyais aussi la différence sur le monde du travail, parce que là, après, il a fallu trouver un job. Alors, comment t'as fait, toi ? Moi, j'ai un peu galéré parce que au moment où je quitte l'entreprise dans laquelle j'étais, en alternance, c'était un poste où ça me convenait pas, donc je ne suis pas restée. Le Covid est arrivé. Ah oui, décidément, là, entrée sur le marché du travail, crise. Deuxième retour sur le marché du travail, Covid. Les Covid, c'était vraiment chiant, horrible, parce qu'en fait, c'est là où j'ai compris, donc là j'avais 42 ans, que j'étais une femme de 42 ans en fait, en concurrence avec des petits jeunes qui sortent de... Ah bah oui, qui n'ont pas les mêmes exigences, qui n'ont pas le même parcours, qui n'ont pas la même malléabilité. Qui coûtent moins cher, quoi. Et et plus docile, plus malléable. Moi je sais qu'en entretien, j'arrivais avec des convictions... Et des exigences aussi, j'imagine. Oui, des exigences, mais en général, j'arrivais jusqu'au bout du parcours et on jaugeait, j'étais pas prise. J'étais souvent dans les top 3 ou top 2 et j'étais pas prise. Donc c'était chouette, mais à un moment, j'étais saoulée en fait. J'ai compris après, c'est que dès c'était le deuxième confinement, c'était pas le premier, parce que le premier confinement, c'était quand j'étais en alternance. Deuxième confinement, dès qu'ils ont annoncé la fin du deuxième confinement, j'ai eu 3 propositions d'embauche. Bon, j'aurais dû peut-être moins stresser, c'est juste que j'avais plus trop d'argent. Après je suis en couple, ça allait, mais niveau financier, c'était pas fifou. Je fais une parenthèse là-dessus. Donc toi, ton mari, comment il s'est inscrit dans cette reconversion ? Est-ce que ça a été compliqué ? Est-ce que c'était un choix familial ? Est-ce qu'il avait des appréhensions ? Oui, il avait des appréhensions. Alors, c'est pas forcément des appréhensions. À chaque fois que je fais quelque chose, il revient vers moi pour me dire « Tu es sûr ? Si tu t'engages, c'est pour... Il dit « Non, mais c'est mal me connaître, monsieur. » Oui, quand je m'engage quelque part, je vais jusqu'au bout. Mais en fait, ça a été un soutien. En fait, il n'a pas... en fait, tous les deux, on vit nos carrières un peu de manière indépendante. Oui, mais tu vois, parce qu'on imagine toujours ça, effectivement, le conjoint, la conjointe, c'est un soutien. Mais quand il arrive un moment où à la fin du mois, tu vois, il y a un salaire qui rentre pas, il y a quand même d'autres... Moi, j'ai de la chance, mon mari gagne très bien sa vie. Okay. Donc il y avait ce soutien-là même si aussi, à la fin du mois, c'est vrai qu'à la fin, donc ça faisait 2 ans, en tout ça faisait 2 ans et demi. À la fin, j'avais les indemnités chômage étaient ridicules. Il a fallu que je pioche dans mes économies. Donc j'avais des économies et puis j'ai un peu une fierté mal placée. Donc t'avais préparé de toute façon. Je demandais pas vraiment à mon mari, même si par exemple il prenait un peu plus en charge le loyer ou choses comme ça. Mais financièrement ça allait, c'était plus moi où je dis ces économies, j'y touche vraiment en cas de galère. Donc là quand je commence à y toucher, c'est là où tu sais que et là tu commences à avoir une pression. La pression arrive. Parce que ça c'est quand même un truc que j'entends. Comme ça tu te dis t'as souvent claqué ta dème, etc. Mais quand même on sent qu'il y avait une part qui avait toujours un peu sécurisé le truc, il y avait toujours de l'argent de côté, c'était quand même assez carré, quoi. Oui, et puis ça je l'ai pas mentionné, mais à chaque fois que je démissionnais, avant même de démissionner, je regarde toutes mes dépenses et je coupe
ce qui est inutile. Je fais hyper attention, par exemple, je sais pas, une assurance qui est un peu hors sol, bim, une mutuelle qui était beaucoup trop chère ou chose comme ça, bim, je coupe. J'avais vendu ma voiture à l'époque, enfin, il y a plein de trucs comme ça. C'est quand même très réfléchi et très raisonnable aussi. Et t'as une parce capacité, je pense, à faire attention, effectivement, que tout le monde n'a peut-être pas non plus. Parce que, bon, après, j'ai grandi dans une famille où je suis la deuxième avec ma grande sœur. Enfin, je me suis occupée aussi beaucoup de ma famille. Mes parents, je les ai aidés financièrement. Donc, même si j'avais pas d'enfants à charge et pas de crédit, j'ai quand même... T'étais en soutien. Je suis quand même en soutien. J'étais en soutien, enfin... Oui, t'avais quand même cette responsabilité de dire je peux pas faire n'importe quoi, il me faut une sécurité financière. Exactement. Et puis, bon, je ne suis pas dupe aussi. Le fait de quitter un poste, j'avais suffisamment d'argent donc pour vivre un an, mais aussi pour un petit peu partir en vacances. C'était pas non plus la disette pendant un an. Donc, je faisais quand même très attention. Je suis pas une grande dépensière. J'arrive à faire la part des choses. Par exemple, je sais que dans ces périodes-là, quand je quitte un poste, avant de me retrouver un petit peu plus stable, bah, je fais pas de folie, j'achète pas de vêtements. Je fais le minimum, je vis bien, je me fais plaisir, je garde les choses que je garde. Par exemple, j'adore le cinéma, j'ai toujours mon abonnement cinéma, je l'ai jamais arrêté. Bon, bah ça, je le garde. Voilà, des petites choses comme ça. Voilà, donc je suis quand même très raisonnée. Oui, ça, pour ça. Oui, puis après, par rapport à ton mari, jusque-là, t'étais toujours retombée sur tes pieds. Donc, A, t'étais raisonnable financièrement. B, il t'avait quand même jamais vu... être vraiment en difficulté longue, donc je pense qu'il s'inquiétait pas non plus. Oui, ou ne rien faire, parce que t'as toujours fait, même si tu dis t'as un mois de repos, enfin on prend des vacances, c'est normal, ça me semble pas normal, t'as toujours fait. Donc, j'ai toujours fait quelque chose. C'est vrai que je pense que j'aurais jamais pu rester 6 mois à rien faire. Enfin, et même rien faire... Quoi, rien faire moi, rien faire, c'est... Je sais pas ce que c'est. Enfin, rien faire, c'est quoi? Enfin, pour moi, déjà, juste aller au musée, aller au cinéma, aller voir des amis, c'est pas rien faire. C'est faire, c'est bien faire sûr. Quelque chose. Au contraire, je trouve qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, on n'inclut pas ce genre de phase de respiration qui stimule la créativité et même la cohésion d'équipe. C'est hyper important. C'est pour ça aussi, maintenant, avec le recul, je me rends compte que les périodes où je bossais en 3/5 ou des choses comme ça, et ben, c'était des périodes où j'allais faire des choses en fait en dehors, j'allais à des conférences, je fais des choses en plus. J'ai la chance de vivre à Paris, c'est un vivier créatif et culturel assez fou. C'est dommage de pas en profiter. Donc on sort du Covid, 3 propositions d'embauche. Non. Alors avant d'accepter cette proposition d'embauche, j'ai accepté un boulot en freelance pendant 3 mois. Alors c'était juste 3 mois parce qu'en fait... Alors moi je suis beaucoup au feeling, j'avais passé des entretiens, c'était les premiers qui m'avaient proposé une mission, avant même que les autres en CDI me proposent quelque chose. Et puis c'était un bon terrain pour tester ma première vraie expérience en fait. J'ai dit, ça a l'air faisable. J'ai un peu stressé, mais je me dis, allez, ça a l'air faisable. Et c'est vrai que j'aime bien, me tester et voir ce dont je suis capable avant de me lancer la tête la première, quelque part. Et donc, j'ai pris pendant 3 mois en freelance, assez bien payé en plus, avec une initiative du gouvernement qui s'appelle beta.gouv. En fait, ce sont des incubateurs associés à des ministères dans lesquels, en fait, il y a des projets internes initiés par des fonctionnaires. Mais c'était super. Alors j'ai adoré parce que je connaissais pas cette initiative. Donc en fait, c'est un fonctionnaire, il a une problématique dans son périmètre, il dépose un dossier et s'il est retenu, en fait, on lui met à disposition une équipe et il faut qu'au bout de 6 mois, on puisse apporter des chiffres tangibles pour montrer la viabilité du projet ou pas. C'est très concret en plus. Hyper concret, super bien. Et j'ai adoré, j'ai bossé sur 3 projets. Ils m'ont pris justement parce que j'étais senior, et là aussi ça avait un peu, je dis des gens qui me font confiance, ça booste l'ego un peu. Ça booste l'ego. Je me dis allez, j'en ai marre de devoir justifier qui je suis et tout. Franchement c'est cool, allez on y va. Et vraiment les sujets étaient passionnants. Alors là ça englobait absolument tout. Il y avait un sujet avec un conservateur
Ouais, voilà, en fait, il travaillait avec tout le patrimoine culturel mobilier, donc beaucoup dans des églises. Et aujourd'hui, la problématique, c'est que il y a énormément de mobiliers qui sont inscrits au patrimoine national, qui sont dans un état de dégradation assez avancé. Et en fait, il n'y a pas suffisamment d'experts pour aller dans toutes les églises de France, toutes les communes de France, pour aller identifier et faire une expertise d'un objet, d'une statue, d'un meuble, peu importe. Parce que, en fait, l'État peut aider ces communes. Donc, on avait essayé de trouver une solution pour aider, en fait, les communes pour qu'elles soient autonomes et faire leur première expertise pour pouvoir les soumettre à l'État et éventuellement avoir un financement, une aide. Donc ça, c'était un des projets. Il y en avait un autre aussi sur les archives nationales, c'était trop bien. Et un autre que j'ai ultra aimé, et ça encore, c'était avec des scientifiques de l'accélérateur de particules du Louvre. J'ai trop kiffé. La biologie est restée quelque part. Hein. Voilà. C'était trop bien. Je comprenais rien à ce qu'ils faisaient, mais c'était passionnant. C'était trop bien. C'était en fait... je savais pas, donc j'ai découvert qu'il y avait un accélérateur de particules dans les sous-sols du Louvre, exclusivement dédié à l'analyse des œuvres d'art. C'est le seul en Europe, je crois. Et donc, il fallait créer un outil, en fait, une interface dédiée pour les chercheurs, en fait, pour qu'ils puissent analyser, en fait, les données brutes. Et j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'en fait, ce que j'ai trouvé génial, c'est que je comprenais pas ce qu'ils faisaient. Ils comprenaient pas ce que je faisais. Donc, en fait, chacun arrivait avec son expertise. On a réussi à créer un langage commun pour essayer de pondre un truc que tout le monde pourrait utiliser. Génial. J'ai trouvé ça, mais le pouvoir du design, c'était incroyable. J'ai adoré, j'ai vraiment kiffé. Et à l'issue des 3 mois, en fait, je m'étais déjà engagée en CDI, donc j'ai dû quitter ce freelance. Ah oui, t'as pas pu rester avec ça. Bon, je regrette un petit peu, mais pas complètement, donc voilà. J'avais envie d'un CDI pour, clairement... stabiliser un petit peu. Et j'ai travaillé pendant presque 2 ans chez Orange. Là, c'était plus un poste de consultant, donc c'était bien aussi, ça rejoignait un petit peu à l'intérim, on travaille avec différents clients, on travaille sur différents projets différents, donc ça c'était chouette, j'ai aussi beaucoup appris, c'était une très bonne école, et aujourd'hui je travaille chez donc le compte Nickel en temps, alors aujourd'hui ça s'appelle Product Designer, parce que je travaille sur un produit, mais je fais quasi exclusivement du design d'interface aujourd'hui. Et du coup, comment tu vois l'avenir ? Est-ce que tu te vois rester dans ce métier ? Mais j'imagine, pas forcément toujours au même endroit. Ouais, alors je sais pas trop. Alors initialement, quand j'avais accepté le premier CDI chez Orange, là, le CDI en tant que designer UX, je m'étais dit, je vais être en CDI pendant 5 ans et je vais faire du freelance. Comme ça, j'aurai suffisamment de bagages, peut-être je me ferai un petit début de réseau, ça peut être fonctionner. Bon, aujourd'hui, la conjoncture fait que ça se passe pas super bien, j'ai beaucoup de potes freelance, c'est un peu galère pour eux en ce moment. Et puis, globalement, je sais pas si j'ai envie de continuer en fait. En fait, le job est super, mais c'est plutôt les environnements professionnels qui sont, je trouve, pas forcément super adaptés au métier. Comme je disais tout à l'heure, c'est quand même un métier qui a été, on va dire, créé, si on veut, aux États-Unis, dans des agences d'innovation assez poussées, où on a des expertises très poussées. Ça s'est un peu dilué dans le reste du monde. Et en France, on a aussi une particularité. En France, on n'est pas complètement comme aux États-Unis. Moi, je me souviens quand j'ai oublié de vous le mentionner, mais quand j'avais initialement voulu travailler dans la mode, j'ai vu qu'en France, c'était saturé. J'avais envoyé des candidatures à l'étranger. Personne en France m'a répondu. Il n'y a que à l'étranger qu'on m'a répondu. Donc, je voulais pas. Finalement, ça s'est pas fait. Mais c'est là où j'ai compris que on a un petit peu de mal en France à faire confiance aux plus jeunes ou à des gens qui ont une expertise. Alors, je veux pas faire une généralité. Je sais que c'est pas partout pareil. Mais en tout cas, ça m'avait marqué. Parce que j'étais jeune, inexpérimentée, mais j'avais un peu de bagou
et ça avait plu à d'autres personnes qu'en France. Et aujourd'hui, dans le monde du travail, ce que je constate dans mon métier, c'est que, alors pas tout le monde évidemment, puisque chez Betagoo ça s'est super bien passé, mais dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, c'est quand même aussi, on a beaucoup de mal, en fait, c'est des métiers qui ont beaucoup de mal à être valorisés en interne, alors que ce sont des métiers, on n'est pas juste des graphistes, qui peuvent vraiment avoir un impact sur le business, sur l'entreprise et les produits sur lesquels on travaille. La valeur ajoutée n'est pas encore vraiment reconnue en France. Ouais. Alors je ne veux pas faire une généralité, mais je sais que les chiffres ne sont pas super sexy. Je sais qu'il y a énormément de boîtes avec qui ça se passe bien, mais il n'y en a pas beaucoup. Ok. Donc, et puis je ne suis pas dupe, je ne fais pas partie des top designers français. Je travaille correctement, je suis bien, moyenne on va dire. Donc j'ai mon inquiétude, c'est de retomber dans les mêmes patterns, parce que je le vois déjà, dans ces milieux professionnels, pas forcément très matures, pas très ouverts à la nouveauté, à la créativité, à l'intelligence collective, toutes ces choses-là, qu'en fait j'avais déjà expérimenté avant, mais que je vois mieux maintenant, que j'arrive à identifier. Donc c'est pas tant en fait le métier en lui-même, mais plutôt l'environnement dans lequel tu exerces. Le fait que toutes les possibilités finalement du métier n'ont pas l'air d'être exploitées. C'est ça, exactement ça. C'est tout à fait ça. Aujourd'hui, je ne sais pas trop. Je sais pas trop. Aujourd'hui, j'ai 47 ans. Ça arrive à des gens bien, tu sais. Ah oui, non, mais je le vis très très bien. C'est juste qu'en fait... C'est juste qu'aujourd'hui, c'est des métiers aussi, donc comme ce sont des métiers jeunes, il y a très peu de personnes. C'est un peu comme les métiers de graphiste, on dit toujours, ils sont où les DA et les graphistes après 50 ans, 45, 50 ans, ils ont disparu. C'est vrai, tout simplement, c'est où certains restent des directeurs d'agence, où ils bossent, ils deviennent lead de je sais pas quoi, il y en a très peu, ou bien ils changent de métier. Ils changent complètement de métier, ils bossent dans l'immobilier, ils viennent, je sais pas moi, ils changent de métier. Beaucoup de gens que je connais qui ont eu plus de 50 ans, ils changent parce que ça ne recrute plus à cet âge-là, parce que c'est des métiers... on arrive à un niveau d'expertise tellement élevé qu'on devient trop cher pour des secteurs d'activité qui payent pas des masses. On entend aussi dans tout ton parcours, effectivement, tous les écueils. T'es trop jeune, on te reproche de pas avoir d'expérience. T'es une femme, ah oui, mais alors si tu veux des enfants, ça, on l'a déjà sorti c'est problématique. T'as 40 ans, ah bah oui, tu commences à vieillir. T'as 47, ah bah oui, mais bon, pour ce métier-là, finalement, on prend plus des gens de cet âge. Ouais, après, je triche beaucoup sur mon âge. C'est-à-dire que je dis pas que j'ai 47 ans, je dis pas non plus, je laisse le truc planer volontairement, parce que je vois en fait ce secteur d'activité, c'est un secteur jeune, mine de rien. Beaucoup de jeunes. Je sais que... moi, j'ai aucun problème. Mes collègues, ils sont tous plus jeunes que moi. Ma manager, elle a 30 ans. Ils ont tous quasi moins de 30 ans. J'ai aucun problème avec ça. Je le vis très, très bien. Ça se passe très bien. Mais tout le monde n'a pas cette... pas aussi épanoui avec ça. Et il y a quand même beaucoup de jugements qui restent autant sur les jeunes que les personnes les plus âgées. Mais c'est intéressant de l'expérimenter aujourd'hui, d'être une femme de 47 ans, qui va devenir de moins en moins embauchable. Je veux surtout pas justement tomber dans ces travers de me dire je vais me trouver une planque. D'accord. Ça me fait flipper. Effectivement, je ferai peut-être les 5 dernières années avant la retraite, mais pas maintenant. Surtout pas. Je veux pas du tout. Il te reste encore un paquet d'années à travailler. Je pense que je vais dépérir, quoi. Ça, c'est certain. Donc, aujourd'hui, en fait, ce que je fais, c'est que... Moi, ce que j'ai compris, c'est que tant qu'on est proactif, employable, avoir une expertise quelle qu'elle soit, et des brouillards, on arrive à sauver, Et puis je vais pas... je sais que quand on est... on a fait des études... c'est un peu plus facile, on a du réseau. En fait, je m'inquiète pas trop. C'est plus me dire vraiment... Il faut juste que j'accepte que je ferai peut-être jamais le même job plus de 5 ans. Oui. Mais alors, Asti, si c'était à refaire,
Je changerais rien. Je changerais rien. Je pense que je changerais pas grand-chose. Si, j'ai fait des erreurs, mais... T'as appris quelque chose de ça? Oui. Peut-être j'aurais changé, j'aurais peut-être fait une autre formation plus jeune, j'aurais peut-être pas fait la fac, de courir après un rêve qui finalement ne correspondait pas. Peut-être là-dessus, j'aurais peut-être fait une autre école qui était peut-être plus accessible. Oui. Et pour conclure, est-ce que tu aurais un conseil, une ressource à partager? Alors, le conseil que je dis et qui m'aide encore aujourd'hui, et je l'ai mentionné, si vous voulez changer, pas forcément faire une reconversion, parce que la mienne, elle n'a pas été complètement radicale, je suis pas devenue boulangère par exemple, mais j'ai quand même repris des études, et moi, je suis trop contente parce que je sais que demain, si j'ai envie de reprendre des études, j'aurai pas peur de le faire. Capable. Je peux le refaire, il n'y a aucun problème, en plus j'adore apprendre, donc c'est chouette. En fait, tester, c'est trop bien. C'est le meilleur moyen de se rendre compte, mais super rapidement en plus, il n'y a pas besoin d'y passer 3 plombes. Avec Pôle emploi, c'était bien, à l'époque Pôle emploi, maintenant France Travail, on a la possibilité de faire une sorte de stage d'immersion. Oui, d'avoir des conventions de stage. Et moi je les ai utilisées, 1 semaine par-ci, 2 semaines par-là. Ça m'a permis de gagner un temps incroyable et pas de me lancer dans une carrière qui... Oui, pour finalement te rendre compte que c'était pas ça. Et puis c'est ce que tu disais qui est hyper intéressant, c'est effectivement, faut oser demander, puisque finalement l'entreprise, on lui propose du travail gratuit, elle est très contente. Là oui, alors oui, tant que tu arrives gratuit, bénévole, il y a du monde. On t'accueille à bras ouverts. Il n'y a aucun problème, alors bien sûr c'est encadré. Moi à chaque fois que je suis allée voir en disant j'aimerais bien découvrir ton métier, voilà je peux faire un stage, alors là c'était, ils m'ont accueilli à bras ouverts. Et c'est super. Alors, faut pas y passer trop de temps pour pas se faire exploiter, mais il faut trouver un échange de bons procédés. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Faisons-le, c'est parfait. Donc tester, et c'est quelque chose qu'on compte refaire, parce que j'ai quand même des projets en tête, notamment moins travailler. J'aimerais beaucoup revenir au modèle du 3/5e, compliqué dans une entreprise. Donc, quitte à rester peut-être dans l'entreprise dans laquelle je suis, mais travailler moins, ça me plairait beaucoup. Donc j'essaie de voir comment financièrement ça convient, mais en négociation, parce que je pense que c'est faisable, pour préparer la suite. Moi j'aimerais bien faire... j'aime bien travailler dans le bois. J'aimerais bien faire une formation, mais en plus c'est même pas une formation pour pouvoir changer de carrière, c'est juste pour avoir quelque chose pour apprendre, tester, pour apprendre, tester, et puis ça aussi on l'a pas mal entendu dans ton parcours, que t'as quand même besoin de te nourrir par ailleurs en dehors du travail. Dommage, on n'est pas payé pour apprendre. Mais c'est ces choses qui me stimulent, et c'est peut-être aussi pour ça que je peux pas rester trop longtemps dans une autre entreprise, parce qu'il y a très peu d'entreprises qui te permettent de gravir les échelons parfois rapidement, ou en tout cas d'être stimulé ou choses comme ça. C'est pas l'entreprise en elle-même, c'est juste ce qu'elle m'offre qui me convient pas. Donc voilà. Tester, expérimenter. C'est ça. Non, c'est un super conseil. Merci même pour les beaucoup, étudiants d'ailleurs. Pour tout le monde, je crois. Un grand merci, Asni, d'avoir partagé ton parcours avec nous. Merci beaucoup. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment autant que nous. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser une note positive et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et parlez-en autour de vous. Et si vous souhaitez partager votre histoire de reconversion, écrivez-nous. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour un nouvel épisode.